Bonjour à tous. Mon Dieu, que vous êtes nombreux. Et que ça nous fait plaisir de vous voir tous là. Alors, avant d'écouter notre invité, que tout le monde attend avec impatience... Maintenant, j'imagine que vous êtes tous impatients d'écouter notre invité. Mais qui attendons-nous, Michel? Eh bien, celui que nous attendons tous est un agriculteur, un penseur, un écrivain, un amoureux de la terre et de la nature et des hommes. Il est à l'origine du fameux mouvement Colibri qui œuvre un véritable changement social et humain. Nous avons le plaisir d'inviter Pierre Rabhi à nous rejoindre. Voilà, j'ai un peu le trac. J'avance en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire qui est de l'intérêt. Et puis finalement, je ne prépare jamais rien, je me laisse inspirer. Et je dois commencer par remercier l'association qui m'a invité, qui m'a donc fait confiance pour que je puisse avoir l'honneur d'être parmi vous et d'essayer de partager avec vous ce qui me tient à cœur aujourd'hui et ce qui me permet finalement de continuer à exister en ayant le plus de sens possible et le plus d'utilité possible à l'histoire et à la société. Alors c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas ne pas voir qu'il y a nécessité véritablement d'un changement social. On ne peut pas continuer à rafistoler notre modèle de société. Chaque fois que ça ne marche pas, on met une rustine et on continue à fonctionner sur ce mode-là. Alors que pour moi, ma conviction totale, c'est que nous sommes engagés dans une erreur de société et que cette erreur de société ne peut produire que des erreurs. Et par conséquent, ce dont je m'aperçois, c'est que la planète, évidemment, elle est asymétrique. Vous avez au nord les gens qui mangent à leur faim, qui ont même des excédents. Il n'y a qu'à regarder ce qu'on jette, la décharge publique, pour se rendre compte que 30 à 40% de nos productions sont inutiles, que nous sommes dans le monde du superflu, où le superflu est considérable, et que de l'autre côté, je suis moi-même un enfant du sud de l'Algérie, c'est-à-dire de la partie un peu désertique, et là, eh bien, vous avez, surtout en dessous, vous allez dans certains pays africains, l'Éthiopie ou autres, vous avez une détresse humaine considérable. Est-ce qu'on peut imaginer que l'histoire peut se poursuivre dans cette asymétrie, dans ce déséquilibre? Impossible, elle ne peut pas se poursuivre comme ça. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a de la violence qui naît par le fait même qu'il y a cette injustice structurelle et planétaire. Et elle suscitera toujours et toujours, évidemment, de la violence. Voilà. Alors, j'ai essayé disons, de faire connaître un petit peu en quoi consiste l'engagement dans lequel je suis, et je suis de plus en plus. Je suis né moi-même dans le désert, comme je l'ai dit. J'ai été ce qu'on appelle la double culture, parce qu'au décès de ma mère, mon père m'a confié à une famille européenne, française et chrétienne, alors que j'étais dans l'islam. Et puis, mon destin, si on peut dire, s'est engagé dans un sens qui me surprend moi-même, parce que je ne savais pas du tout où cet engagement allait me mener. Alors, ce qui a été intéressant dans cette situation asymétrique, c'est-à-dire d'être dans deux cultures, c'est de se dire, mais finalement, quelle est la culture qui a raison? Est-ce qu'il y a dans le monde une vraie culture qui peut être considérée comme une culture universelle et qui mettrait finalement l'humanité à niveau, dans un niveau de compréhension et dans un niveau disons, de conviction? Eh bien, malheureusement, non, parce que quand on parcourt la planète et on regarde la planète, on voit très bien que les conflits sont nombreux, que l'être humain détruit l'être humain,
que l'être humain est une catastrophe écologique majeure. Tu voudrais quelque chose? Oui. Les gens du fond n'entendent pas. Ah, essayez. Oui. Donc, alors, vous m'entendez quand même? Bon, il aurait fallu que je fasse un stage chez des chanteurs ou autres, mais bon, c'est pas mon cas. Et voilà donc, si vous voulez, les questions qui se sont posées il y a déjà très longtemps, pour moi, avec justement cette question, la vie a-t-elle un sens? Est-ce que l'humanité a un sens? Est-ce que notre présence sur Terre, c'est simplement une présence momentanée en attendant de disparaître, de vivre en attendant de disparaître? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit nous permettre de donner sens à cette présence au monde? Nous avons une planète splendide. Cette planète est absolument exceptionnelle. Tous les astronautes, la plupart des astronomes disent qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle est dans un grand désert astral et sidéral. Et qu'elle est un véritable miracle. Et ce véritable miracle, eh bien, est-ce qu'il a eu le bonheur ou le malheur de nous faire advenir? Voilà. Si on prend l'âge de la planète, on dit souvent que si on prend un ratio temporel de 24 heures, on dit que nous sommes là que depuis 1 minute et demie à 2 minutes. Donc nous sommes tout à fait récents dans ce miracle-là. Et le temps est venu de changer l'ordre des choses. Parce qu'à partir du moment où on voit la planète comme un gisement de ressources avec lequel il faut faire du fric par le pillage et la dégradation, eh bien, nous ne sommes pas véritablement dans ce que nous devrions être. Et il faudrait arriver maintenant à dire, est-ce que notre présence au monde est une présence qui va perdurer compte tenu de la façon dont nous gérons cette planète et les ressources qu'elle nous offre? Qui a lu comme honneur? Qui a lu Günther Schwab? Rachel Carlson? Ah, il y a quand même quelques doigts qui se lèvent. Eh bien, tous ces esprits ont fait un travail remarquable pour nous alerter sur notre comportement à l'égard de cette merveilleuse planète qui nous héberge. Eh bien, pas d'écoute. Voilà. Et donc, cette surdité humaine fait que notre évolution ne se fait pas dans le sens où elle devrait se faire, mais que nous sommes de plus en plus dans cette idée, la terre, il faut en faire du fric. Les ressources de la terre, il faut en faire du fric. Et même, pour bien faire du fric, il faut fabriquer des armes. Les armes, ça paye. Hein. Seulement, les armes, c'est la honte. C'est la destruction. Comment est-ce que des esprits éveillés peuvent mettre leur savoir à produire la bombe atomique? C'est horrible, totalement horrible. Alors, aujourd'hui, se pose la question, puisqu'on est allé très loin dans la dégradation et la destruction, est-ce que nous pouvons imaginer de continuer toujours comme ça, de toujours piller, de toujours... Il n'y aura plus de poissons, les éléphants sont malmenés, les baleines, bientôt il n'y en aura plus, sans compter tout ce que les dégradations que nous faisons à travers la chimie, même la chimie agricole, à travers toutes ces substances répandues partout, dans l'eau, dans l'air. Notre air n'est plus respirable, notre terre produit des produits dangereux, et tout est à l'avenant. Alors ce qui fait que aujourd'hui, soit nous comprenons vraiment qu'il y a lieu de changer de ce qu'on appelle le paradigme. Ce que j'entends par changer de paradigme, c'est mettre l'être humain et la nature au cœur, et non pas le profit. Tant que le profit sera ce qui anime l'âme humaine, ce qui anime cette perception
qui est même la prédation légalisée, c'est-à-dire on légalise la prédation. Aujourd'hui, celui qui a de l'argent, il peut imaginer, il peut accaparer tout ce qu'il veut sur le bien commun, tout. Et on pourrait imaginer, par exemple, un cartel de super milliardaires qui un jour achèteront la planète et nous serons tous des locataires, si on pousse les choses à l'extrême. Et c'est ainsi que les choses sont en train de se faire, puisque la planète au pillage se justifie par le fait que les forêts amazoniennes sont en train d'être liquidées, que les ressources de la mer marine sont en train d'être liquidées, sans compter évidemment tous les humains qui sont en fait sacrifiés dans des luttes horribles, dans des luttes vraiment stupides, où l'être humain détruit l'être humain. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, par voie d'experts, de gens qui peuvent parler de ces questions, que toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Et quand un enfant meurt de faim, il ne meurt pas d'un coup. Il agonise, il naît, et puis petit à petit, par inanition, par manque d'alimentation, ou bien par une eau polluée, eh bien, finit par décéder et quitter cette réalité. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe en géopolitique, ce qui est mis en évidence et ce qui est le plus proposé aujourd'hui, ce sont les conflits. Les conflits qui se propagent avec des scissions et des oppositions idéologiques, avec des oppositions religieuses, avec des oppositions raciales et tout le reste. Du coup, quand on essaye d'imaginer l'avenir du genre humain dans sa totalité sur cette planète, on ne peut pas être optimiste. Ce qui plaide pour ma petite personne, c'est qu'en fait, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des théories générales. C'est des choses que j'ai ressenties il y a une 50aine d'années, en disant, mais est-ce que l'être humain n'est pas simplement consigné à vie dans une logique qui n'est pas la logique qui lui permet de s'accomplir, de s'épanouir et donc de prendre soin de la vie. Voilà.